là, on va essayer de faire un maximum de calculs de résistance équivalente parce que c'est quelque chose qui est assez problématique souvent dans les DS et dans tout ce qui, dans toutes les interros, les écoles et tout ça. Donc, on va remontrer les résistances équivalentes pour des circuits très simples qui sont celui-ci et celui-là. Là. Alors, pourquoi on redémonte ça? Parce qu'on va déduire des formules qui vont être simples à retenir et très efficaces à utiliser en exercice. Et après, on fera un montage 3 qui sera un peu plus dur que ces deux-là, mais qui va utiliser tout ce qu'on a utilisé, tout ce qu'on doit faire ici. Alors, admettons que celle-là, on va l'appeler R1, celle-là, on va l'appeler R2, celle-là, on va l'appeler R3 et celle-là R4. Ah, bon, ça, il n'y a pas de souci. On va commencer par rappeler une chose, enfin deux choses. Déjà, la loi d'Ohm, ou la loi courant-tension pour une résistance, c'est U est égal à R fois I. Mais attention, cette loi d'Ohm, elle est valable pour quand on fait ça pour une résistance, on doit toujours s'assurer que la résistance est en convention quoi? Récepteur ou générateur? Toujours récepteur. Ok. Et le contraire, c'est quoi? C'est la convention générateur. Convention générateur qui, à l'inverse de la convention récepteur, a deux, on va dire les deux grandeurs physiques dans le même sens. Alors, c'est simple, normalement, dans un circuit, tout ce qui est, on va dire, esclave, c'est-à-dire tout ce qui va dépendre d'un dipôle, va être récepteur. Et tout ce qui va produire de l'intensité ou du courant, de la tension, ça sera un générateur. Ça va être considéré en convention générateur. Donc ici, on suppose que tout simplement, on a une source de courant peu importe, juste avant le circuit, mais c'est pas ce qui nous importe pour l'instant. Là, ici, ce qu'on veut, c'est essayer de simplifier nos schémas. Comment on simplifie le schéma de façon équivalente, de façon efficace? Eh ben, le plus simple qu'on connaisse, c'est ça, c'est ceci, hein. Donc ça va être le but pour nos deux schémas, c'est de tendre vers quelque chose qui ressemble à ceci. Et on va le remontrer ensemble. Euh, on va commencer pour le premier cas, hein, ici. Tac, 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 tac. Ok. Je vais mettre un point bordeaux ici et un point orange ici. Je vais mettre ce même point bordeaux ici et ce même point orange ici. Ce qu'il faut bien comprendre ici, c'est que ce qu'on cherche à faire, c'est simplifier le circuit entre ce point bordeaux et ce point orange. C'est-à-dire que la tension entre les deux, étant donné que c'est le même circuit, c'est la même tension, U. Et l'intensité qui passe au niveau du point bordeaux, I, c'est la même ici et ici. Pardon, j'ai pas mis sur le fil. Et ici. Ok. Donc, qu'est-ce qu'on voit pour nos, notre premier schéma? Donc, on a une résistance qui va se comporter en convention récepteur, qui va recevoir une intensité qui va du coup générer une tension euh, selon la convention récepteur, U1 et U2. On voit ici directement par une relation de Shell que U est égal à U1 plus U2. Donc, on a ceci qui permet de mettre en lien les relations, enfin, tout ce qui est grandeur de R1 et tout ce qui est grandeur de R2. Bah oui, pourquoi? Parce que U1, qu'est-ce qui va se passer d'après la loi d'Ohm? Ça va être égal à. Alors, je vais prendre mon temps, hein. U1 est égal à R1 fois I1. Ah oui, mais attention, le I, c'est ce I ici. Il est unique parce qu'il y a un seul fil. On est bien d'accord sur le fait que si jamais il y avait un fil ici, du coup qui va drainer un petit peu d'intensité, R2 n'est plus en série. R1 et R2 ne sont plus en série. Donc, on a ceci, et U2 égale à R2 fois I. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire ensuite? Ben, U est égal à R1 fois I plus R2 fois I. On a une grandeur qui est commune, I, qu'on va factoriser. R1 plus R2, facteur I. Et en dessous, ce schéma équivalent ici, ce schéma ici, on peut le simplifier en
La loi courant tension, c'est ceci. U est égal à Rec fois I. Par identification, comme ces deux schémas sont les mêmes, on reconnaît que R1 plus R2, c'est bien égal à Rec. Ok. Là, il y a quelque chose d'assez intéressant qui s'est passé. Ce qu'on a remarqué, c'est qu'on a deux résistances en série. Deux résistances en série partagent. Qu'est-ce qu'elles partagent? La même intensité. Ok. Donc, si elles partagent la même intensité, c'est que c'est la grandeur commune, et c'est ce que ici j'ai utilisé pour, on va dire, factoriser un petit peu. Trouver un facteur commun. L'idée, c'est de réussir à faire une relation entre U, I, qui est ce qui traverse toutes les résistances, et donc du coup qui va faire intervenir toutes les grandeurs des résistances. Qu'est-ce qu'on voit ici? C'est que deux résistances en série partagent la même intensité, et qu'est-ce qu'on voit de plus important qu'il faudra retenir là, à la limite que deux résistances en série partagent la même intensité, qui fait qu'on a le droit on va pouvoir factoriser ça, honnêtement, on s'en fout un petit peu. Ce qui nous intéresse plus, c'est de voir que quand on a R1 et R2 qui se suivent, et donc qui partagent, donc qui sont en série, donc qui partagent la même intensité, la résistance équivalente, elle est égale à la somme des deux. Ah, alors, imaginons qu'on a un problème, un peu comme des suites. Tac, 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 tac. Imaginons que j'ai un, voilà, vous êtes ingénieur, vous devez me déterminer. Donc là, on a U, la tension augmente de tout ça, on a une intensité par conséquent qui passe à travers tout ça. J'aimerais bien connaître la résistance équivalente de tout ce bordel-là. Elle n'est pas si évidente que ça. Enfin, on va pas s'amuser à factoriser 46 fois ou n fois, hein, parce que là, on va dire qu'il y a n résistances. On va pas s'amuser à factoriser n fois. Ouais, admettons qu'elles ont toutes la même résistance R. Elles ont toutes la même valeur, ces résistances. Et ben, celle-ci plus sa voisine, ça va faire 2R, plus celle-ci, ça va faire 3R, et ça va faire NR. Et voilà, on a N fois la résistance R. Oui, regardez, si jamais on avait considéré au début que c'était R1 et R1, on aurait eu U2 fois... U2 est égal à R1 fois I. Ici, on aurait eu R1. Ici, on aurait eu R1 plus R1 deux fois R1 plus R1, c'est égal à 2R1. Et voilà, on aurait trouvé R qui égale 2R1. Et ça, c'est la chose la plus importante à se rendre compte. C'est que des résistances qui partagent la même intensité, donc qui vont être traversées par la même intensité, vont avoir une, euh, une résistance, de la résistance équivalente, elle va juste s'additionner. Et ça, c'est tellement pratique. On verra ça à la suite. Alors ici, l'autre grand principe, ici, ça va être donc pour ce circuit-là, même méthode. On place un point orange ici, qui correspond à ce point orange ici. Voilà. On place un point bleu ici, avec un point bleu ici. On relève une tension entre le point orange et le point bleu, qu'on va retrouver ici. Et ce que j'aimerais bien, moi, c'est voilà, simplifier ce truc-là qui me demande de. En fait, les scientifiques, on est flemmards. J'ai la flemme de faire tout ça, là, ça me fait gaspiller du crayon, ça me sert à rien, ça me fait perdre du temps. On va trouver une façon de le réduire. Alors, comme on avait fait tout à l'heure, on ne commence pas sans avoir tout détaillé les grandeurs physiques qui apparaissent. C'est qu'est-ce qu'on a oublié ici de majeur? Il faut s'assurer que notre résistance euh, respecte bien la convention récepteur. Et pour la convention récepteur, il faut indiquer le sens de l'intensité. Ok, donc ici on a I. Alors est-ce qu'on va mettre on va mettre I et I ici? Ah, mais c'est bizarre ça. Ah oui, parce que qu'est-ce qu'on avait dit tout à l'heure? On avait dit que s'il y avait un fil entre les deux, le courant se partageait. Ah, bah alors du coup là, l'important est de vraiment quantifier, enfin pas de quantifier, de numéroter les intensités. Et qu'est-ce qu'on voit ici? On voit que I est égal à I1 plus I2. C'est une relation qui est assez évidente ici. Bon, c'est quoi, on va pas se faire chier, on va mettre I3 et I4 pour correspondre aux valeurs des résistances, parce que sinon ça va être le bordel. Alors, on a ça, donc I est égal à I3 plus I4. Ok, très bien, super. Et à quoi ça nous avance? Qu'est-ce qu'on remarque ici? Alors, on va mettre I ici, hein. Pourquoi I?
Parce que en fait, dans cette résistance équivalente, on va cacher le fait que les deux sont en train de se mettre en parallèle. Ça, les deux résistances sont en parallèle. Pourquoi elles sont en parallèle? Parce qu'elles ont la même tension à leur borne. Donc deux résistances en série partagent la même intensité. euh, euh, Autrement dit, hein, si deux dipôles sont traversés, par extension, on va dire, sont traversés par la même intensité, alors ils sont en série. Si deux dipôles sont soumis à la même tension, soumis à la même tension, alors ils sont en parallèle, en dérivation. Donc, deux sont équivalents, ils sont entiers. Tout ce qui est important, c'est de comprendre comment on simplifie tout ça très vite. Ok, très bien. Ça nous arrange un petit peu. Ok, on voit que I est égal à I1, I2, putain, I3 plus I4. Ah ouais, mais du coup, on peut faire une loi d'homme sur celle du haut, une loi d'homme sur celle du bas, et on va peut-être pouvoir s'arranger. Alors, ça va être une loi d'homme un petit peu particulière, parce que c'est le I qui est tout seul, mais voilà, si on écrit la loi d'Ohm dans l'autre sens, ça va faire U sur R. Donc I est égal à U sur R3 plus U sur R4. Bon, jusque-là, tout va bien. On peut factoriser par U. C'est éventuellement quelque chose qui peut se faire, ça. Enfin, ok, ok, ouais, très bien. Et ensuite, alors en dessous, là, notre schéma équivalent, le truc vers lequel on doit tendre, ça ressemble à ceci. U égale Rec fois I. Est-ce que ça ressemble à ça? Bah, ici, on pourrait retourner. En fait, il y a deux façons de le voir. Soit on retourne la formule ici, et donc du coup, on trouve. Qu'est-ce qu'on trouve? I est égal à U sur Rec. Ce qui veut dire en quelque sorte que 1 sur Rec est égal à 1 sur R3 plus 1 sur R4, ce qui est une formule qui marche, hein. Ou, dans l'autre cas, on pourrait passer donc ce membre-là de l'autre côté, ce qui fait que U est égal à 1 sur R3 plus 1 sur R4 puissance moins 1 fois I. Alors là, juste quick verification, hein, tension, intensité. Est-ce que ça, c'est des résistances? Alors ça, c'est 1 sur une résistance, donc c'est 1 sur ohm, plus 1 sur ohm, puissance moins 1, ça fait bien des ohms, donc c'est bon, hein. Et si on inverse ça, alors bon, on le met sous le même dénominateur, ça fait R3, R4, plus R4 plus R3, et on l'inverse, parce que ça c'est puissance moins 1, et on trouve par conséquent que Rec est égal à R3 fois R4 sur R4 plus R3. C'est bien homogène à à une résistance, que dis-je. Ça, c'est des ohms carrés. Ça, c'est des ohms. Carré divisé par ohm, ça fait bien ohm. Donc c'est bon. Comment je suis passé de ça à ça? Oui, de ce qui est à l'intérieur ici à ce qui est à l'intérieur ici, c'est mis sous le même dénominateur. Ça, c'est des maths, hein. Donc, je le détaille pas. Faut le dire si jamais il faut le détailler, quoi. Ok, donc on trouve que Rx cette fois-ci, ça a une sale gueule, hein, cette fois-ci, le Rx. Parce que, admettons que ici on a R3 et R4. Alors, ça nous donne R3 et R4 sur R4 plus R3, mais imaginons que les deux résistances ont la même valeur. Alors, je vais noter ici en dessous, hein, Rec donc serait égal à R fois R sur R plus R. Donc, autrement dit, R carré sur 2R. Ou si on simplifie, ça fait R sur 2. Ah ouais, putain, c'est pas ce à quoi on s'attendait, hein. On s'est dit, ouais, plus on rajoute de résistance, peut-être plus ça va être grand. Eh ben non, en fait. Quand elles sont rajoutées en dérivation, les résistances se split le job. Ah ouais, ok. Et donc, qu'est-ce qui va se passer s'il y a plus que deux résistances? Qu'est-ce qui va se passer? Bah, ça va faire R fois. Ça, c'est une. Ouais, c'est quoi? Vous allez pouvoir essayer d'y répondre de l'autre côté. Si on commence à mettre voilà, plein de résistances et tout,
mettons pour 3. On répondra dans la prochaine vidéo que je ferai. Euh, ou si on en met n, c'est quoi la résistance équivalente de tout ça? Ça demande un peu de réflexion quand même. Parce que c'est peut-être pas si évident que ça. Mais ouais, faut essayer. Ok. Donc là, on a fait ce qui était intéressant. Alors, qu'est-ce qu'on remarque? Si deux dipôles sont traversés par la même intensité, alors ils sont en série et on va sommer leur résistance. Enfin, la résistance équivalente, ça va être la somme des résistances. Ok. Et pour ce qui est de... Alors là, je vais dire la réponse, mais ça sera... Enfin, je vais aider pour cette réponse-là, hein, mais je le dis pas tout de suite. C'est pour ce qui est des résistances en dérivation, c'est 1 sur Rec qui est égal à la somme des 1 sur Ri. Ok. Donc, bon, je vais quand même le dire. Si on a n résistances qui sont montées en dérivation, on va avoir on va avoir R sur N. On peut s'amuser à essayer de le faire. Moi, je vais pas m'amuser à le faire ici, mais vous pouvez essayer sur une feuille de brouillon et faire ça. Ce qui nous intéresse surtout de tout ce que j'ai dit là maintenant, c'est un petit peu la méthode. Alors, quand vous avez quelque chose en dérivation, il faut se souvenir que voilà, ça va être la tension. Quand vous avez quelque chose en dérivation, on se base sur la loi des nœuds pour essayer de mettre en lien ce qui est dit ici et ce qui est dit ici. Alors que quand on est en série, on se base sur un peu la loi des mailles en quelque sorte, hein, pour mettre en relation ce qu'il y a ici et ce qu'il y a ici. En fait, ce qui est très important, c'est que quand on fait quelque chose d'équivalent, il faut qu'on prenne en compte, il faut pas qu'on oublie le R3 par exemple. Si on fait un schéma équivalent que pour le R4, c'est un peu con, parce qu'il y a le R3 aussi. Donc il faut trouver une façon d'exprimer et de récupérer un petit peu toutes les données qui apparaissent grâce à R1 et toutes les données qui apparaissent grâce à R2, ou toutes les données qui apparaissent grâce à R3 et toutes les données qui apparaissent grâce à R4. Comment on fait ça? Soit on utilise la loi des mailles ici, soit on utilise la loi des nœuds ici. Et ça sert de base pour trouver euh, dire la résistance équivalente d'un circuit. Donc ça, il faut le retenir. Euh, mais ce qui est plus important par-dessus tout, c'est ces deux formules-là. Des résistances équivalentes, enfin des résistances en série ou une résistance équivalente qui ressemble à ceci, des résistances en dérivation ou des résistances équivalentes qui ressemblent à ceci. Donc si là, par exemple, je donne quelque chose qui ressemble à ceci, tac, moi, je propose toujours d'y aller, on commence toujours de l'intérieur. Alors, on va prendre le plus petit. C'est-à-dire qu'on va prendre par exemple une résistance qui est ici. Alors elle, on va simplifier. Je n'ai pas noté tous les trucs, hein. R. Supposons que toutes ces résistances soient en convention récepteur, hein. Je vais pas dire générateur parce que sinon on était dans la merde. Elles ont toutes du coup leur tension qui va vers là-bas. Si par exemple l'intensité arrive de la gauche. Mais qu'est-ce qu'on voit plus fondamentalement? On voit que ces deux résistances-ci sont traversées, enfin sont en série. Ces deux-là sont en série. Ce gros bloc de 4 ici est en dérivation, en parallèle. Et le bloc rouge et la dernière sont en série. Bah oui, parce que euh, on va dire que globalement, ce bloc rouge est traversé par une intensité I, et ce bloc, enfin la dernière petite résistance est traversée par la même intensité I. On est d'accord sur ça? Alors, ça peut être un petit peu tricky à voir. Donc moi, ce que je recommande toujours, c'est de penser par l'intérieur. Quand je dis par l'intérieur, c'est voilà, on a cette résidence-là, elle est en série avec celle-ci. Et là, on est vraiment sur du très petit dans le circuit. On est vraiment à la base du circuit. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? Ces deux-là sont en série, donc leur résistance équivalente va ressembler à ceci. Ok. Ah, mais du coup, ça nous fait cela.
Et alors là, je vais détailler étape par étape, hein, pour que tout le monde puisse le voir. Mais ici, on a appliqué, alors on va la nommer la loi 1 et la loi 2, hein. C'est pas des lois, on a à foutre, j'appelle ça une loi. La loi 1 nous dit que dans la branche supérieure, on a le droit de mettre une résistance équivalente et que c'est la somme des résistances. Comme c'est deux fois la même résistance, ça va être 2R. Ok, bah on va faire ça exactement de la même manière sur le dessous. Normalement, ça devrait pas poser de soucis. Parce que c'est aussi deux résistances en série ici. Elles sont traversées par la même intensité qu'on va nommer I2. I2, I2. Elles sont en série. Ok. Maintenant, on pourrait se demander, ah ben maintenant que j'ai fait ça, peut-être que je peux mettre en série ça avec ça. Alors, ou bien ça avec ça, par exemple. Disons, on va se dire ça. Et là, on regarde si la même intensité traverse celui-ci et celui-là. Et là, on arrive ici, on arrive à une séparation. Sauf que bah là, ce qu'on remarque, c'est que s'il y a une séparation, c'est pas la même intensité qui est passée ici et qui va passer ici. Forcément. Puisque l'intensité va se split. Elle va se séparer. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que 2R et R sont pas en série. Alors là, ce qu'on remarque un peu d'un coup d'œil assez aguerri, c'est que ça ressemble vachement à notre montage de départ, là, notre montage 2, hein. Donc ces deux-là sont en dérivation. Je rappelle que en dérivation, quand on a 2R en dérivation et 2R en dérivation, c'est les mêmes, on va dire que c'est les mêmes, comment je pourrais dire? Bah, c'est les mêmes valeurs, ça on est d'accord. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est de trouver le R équivalent de ce truc-là. Pour ensuite, après, si vous voyez bien, si on trouve le R équivalent de ce truc-là, ça va ressembler à ceci. Et là, ça, les deux sont en série. Donc la résistance équivalente finale, on pourra la trouver comme ceci. Mais il faut d'abord trouver la résistance équivalente de ce truc-là. Je suis d'accord que c'est pas très simple. Donc comme c'est pas très simple, on va essayer d'utiliser notre formule 2. La formule 2, elle nous dit quoi? Elle nous dit, si tu as une résistance ici R et une résistance ici R, la résistance, l'inverse de la résistance équivalente, c'est égal à la somme des inverses. Donc ici, ce que je vais marquer, alors je vais détailler un peu les calculs, c'est 1 sur R ec est égal à 1 sur 2R plus 1 sur 2R. Ah oui, parce que celui-là correspond au premier, ici, et celui-là correspond au deuxième, ici. Ouais. Et maintenant, bah, c'est sur le même dénominateur en soi, hein, donc on a le droit de les additionner. Donc ça fait 2 sur 2R, ou c'est égal à 1 sur R. Ah bah, le hasard fait bien les choses, hein. Donc ça fait 1 sur R, ou autrement dit, hein, c'est équivalent à dire que Rec est égal à R. Ok, donc ça veut dire que tout mon schéma peut être symbolisé par enfin, tout ce truc-là, ici, là, que j'ai calculé ici, où j'ai utilisé uniquement cette propriété-là. Ça peut se simplifier en la chose suivante. Une résistance équivalente, puis une résistance. Cette résistance équivalente, elle a quelle valeur? Elle a la valeur de R. Donc, et voilà. Voilà. Je l'ai remplacé, j'ai mis tout de suite R. Et là, qu'est-ce qu'on a? On a deux résistances qui sont traversées par la même intensité. Donc, la résistance globale, c'est 2R. Entre ce point-là et ce point-là, qu'ils étaient à l'origine, ce point-là et ce point-là. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, électroniquement parlant, enfin électriquement parlant, tout ce gros truc-là, c'est égal à ce truc-là. Ça reste la même chose. C'est à peu près égal à la même chose. Alors pourquoi on fait ça? Bon, il y a quand même de l'utilité, hein. Mais on verra ça plus tard. Là, c'était vraiment juste pour montrer les calculs de résistance équivalente.
C'est déjà une vidéo assez longue. Qu'est-ce que je dois dire? Toujours essayer à la fin de retomber sur nos pattes et d'avoir une résistance au numérateur, c'est-à-dire d'avoir une résistance est égale à quelque chose. Pas un sur une résistance, parce que ça, c'est assez difficile à déterminer l'homogénéité. C'est assez simple de déterminer l'homogénéité de ça, ici. Donc voilà. Vraiment, j'insiste sur qu'est-ce qui est important dans tout ce que j'ai dit là. S'il y a bien deux choses à retenir, l'épreuve ici, c'est pas tout le temps exigé. C'est pas nécessairement exigé. Mais qu'est-ce qu'il y a à retenir? C'est la loi d'Ohm, la convention récepteur, et ces deux lois ici. La loi 1 et la loi 2. Je vais refaire une petite vidéo juste après où je vais uniquement utiliser ça et je vais essayer de le faire de la manière la plus logique. Mais j'espère que l'exemple 3 est ici assez parleur, enfin assez parlant, pardon, euh, de comment on peut utiliser ça étape par étape.